C'est bon. Alors, bonjour à tous et bienvenue ok. Bienvenue pour cette cinquième édition des grands séminaires de l'IPSL. Pour rappel, ces séminaires ont pour vocation de présenter à l'ensemble des personnels de l'IPSL des projets, verrous ou enjeux scientifiques en rapport avec les sciences du climat, de la Terre et des planètes, leurs liens avec les questions sociétales. Les séminaires sont enregistrés et diffusés sur la chaîne YouTube de l'IPSL. Et une des grandes spécificités de ces séminaires, c'est qu'après le séminaire et la séance de questions, s'ensuit un échange uniquement entre les doctorants et postdoctorants et la conférencière. Donc, on aura à peu près 1 heure de séminaire, la séance de questions, et jusqu'à 14 heures, Sandrine sera disponible pour répondre à toutes les questions sur tous les domaines possibles et imaginables des doctorants et postdoctorants uniquement. Il n'y aura pas de permanent. Donc, pour cette cinquième édition en hybride, on est ravis d'accueillir à Jussieu Sandrine Bonny. Après des études en physique et notamment en physique quantique, Sandrine a effectué sa thèse au LMD sur l'analyse de l'impact des nuages et de la vapeur d'eau sur le cycle saisonnier du bilan radiatif terrestre. Elle a aussi travaillé de 1999 à 2001 au MIT à Cambridge avec Kerry Emmanuel. Sandrine est aujourd'hui directrice de recherche CNRS au LMD. Elle poursuit ses recherches sur le rôle des processus nuageux dans la météorologie tropicale, le climat et le changement climatique par des observations et en réalisant des simulations numériques. Pour ses travaux de recherche, Sandrine a été médaillée d'argent au CNRS en 2018 et vient d'être élue en 2023 à l'Académie des sciences. Elle a obtenu une bourse ERC Maestro depuis 2023 sur l'organisation à méso-échelle de la convection tropicale, qui fait suite à une ERC Eureka sur le rôle des nuages sur le climat de 2016 à 2021. Et donc aujourd'hui, elle nous présente un séminaire sur ces thématiques qui est intitulé « Quel rôle les nuages jouent-ils dans le climat et le changement climatique ?» Merci Sandrine. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité à donner ce séminaire. J'ai choisi de le donner sur le thème du rôle des nuages dans le climat et dans le changement climatique. Et je vais surtout m'intéresser au rôle des effets radiatifs des nuages dans le changement climatique, qui est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, depuis ma thèse en fait, et qui aussi joue un rôle assez central dans l'étude du climat et du changement climatique. Donc je me suis dit que ce qui pouvait être... Ah oui, il faut peut-être que je le branche. Hein. Non, c'est pas ça. Bref. Je me suis dit que pour commencer cet exposé, j'avais On n'entend plus? Non, Non, je crois qu'on est laissé à effectivement, ouais. nous-mêmes, là. Ouais, on est Ouais, tout ça y est, seul. on est isolé. On est On a abandonné. perdu la connexion. Par contre, s'il n'y a plus le son, ça veut dire que pour la vidéo YouTube, il n'y aura pas le son non plus, ce sera moins bien. Ouais.
Qu'est-ce que ça me rend? Oui, c'est la mise à pied là-bas. Il ne faut pas partir faire un peu sur un peu. Ok. Voilà, c'est juste ça. Essayez de voir si les gens ils entendent bien notre côté. Est-ce que vous nous entendez bien sur le Zoom? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon maintenant. Oui. Je ne sais pas pourquoi ça s'est déconnecté. Ça n'arrivera pas trop souvent. Voilà. Donc, on en essaie au fait que les nuages sont très, très belles créatures du ciel, mais qui sont bien sûr indissociables de la météorologie. Et pendant longtemps, on s'est intéressé aux nuages parce que les nuages, le type de nuages en présence était renseigné sur le type de situation météorologique en présence et surtout pouvait permettre d'anticiper les changements du temps qu'il fait. Et donc, c'est pour cette raison que l'ancêtre de l'Organisation météorologie mondiale, à la fin du 19e siècle, publiait un atlas des nuages pour aider les météorologues à parler des nuages avec un langage un peu commun et aider à partager les informations sur le temps. Mais notre vision des nuages, bien sûr, a changé pas mal avec l'arrivée des observations de la Terre depuis l'espace dans les années 60. Et ici, je vous montre la première mosaïque complète de la Terre vue par les satellites TIROS 65, qui montre que les nuages sont des traceurs des mouvements de l'atmosphère et donc de la circulation générale de l'atmosphère. Et à l'époque, on savait que les nuages jouent un rôle déjà important dans la circulation générale de l'atmosphère, notamment parce qu'ils transportent de l'eau, de l'énergie, et les dégagements de chaleur latente à l'intérieur des nuages jouent un rôle dans la dynamique de l'atmosphère. Mais là, on visualise vraiment le lien entre nuages et circulation générale. C'est encore plus vrai avec l'arrivée des observations des satellites en orbite géostationnaire en 1966. Et ces images à plus haute résolution spatiale, temporelle, des nuages intriguent beaucoup les gens qui s'intéressent à l'atmosphère et à la dynamique de l'atmosphère et les météorologues, en particulier Ed Lorenz, par exemple, qui dit dans une lecture sur la circulation générale de l'atmosphère à quel point regarder ces images en fait se poser plein de questions sur ce qui organise l'atmosphère à différentes échelles, de la mésoéchelle à la grande échelle. Et c'est très stimulant. Et ça reste toujours le cas aujourd'hui. Alors, ensuite, dans les années 70, j'ai essayé de bouger ce truc. Dans les années 70, on commence à s'intéresser à l'impact que les activités humaines pourraient avoir sur le climat, notamment l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère qui est mesurée continuellement depuis Hawaï par Keeling. Et on sait déjà à cette époque que ce qui contrôle la température globale de la Terre, c'est les échanges d'énergie entre la Terre et l'espace. Donc on commence à s'intéresser au bilan radiatif de la Terre et à tous les facteurs qui affectent, qui modulent ces échanges radiatifs entre la Terre et l'espace. Et bien sûr, les nuages font partie de ces facteurs, puisque les nuages réfléchissent le rayonnement solaire, donc qu'ils ont un effet refroidissant sur la Terre, et d'autre part, ils interagissent avec le rayonnement infrarouge et contribuent à l'effet de serre. Et donc, ces deux effets sur le rayonnement visible et infrarouge, et modulation potentiellement importante du bilan radiatif. Pour autant, les premières études du changement climatique par l'équipe de Manabe, que ce soit fait avec des modèles unicolonnes ou des modèles de circulation générale, ne considèrent pas le rôle des interactions des nuages avec le rayonnement.
les nuages sont prescrits dans ces premières études. Et la première étude, en tout cas à ma connaissance, qui considère vraiment le rôle des nuages, des effets radiatifs des nuages comme source potentielle de rétroaction climatique dans le climat, c'est-à-dire par leur effet radiatif, ils peuvent amplifier ou atténuer l'effet de l'augmentation du gaz carbonique sur la température. C'est un article de Steve Snyder, publié en 1972, où il utilise un modèle radiatif pour étudier comment les nuages affectent le bilan radiatif et regarder un peu de quoi ça dépend. Et en fait, il met en évidence un peu toutes les choses qu'il va falloir considérer pour répondre à la question de comment les nuages affectent la régulation énergétique de la Terre et comment ça peut jouer un rôle de rétroaction sur le réchauffement. Il montre par exemple que les nuages ont des effets différents dans l'infrarouge et dans le visible, que les effets dépendent du type de nuage en présence, que ce sont des nuages hauts, des nuages bas, ça dépend de l'épaisseur optique des nuages, de la fraction, la couverture des nuages, etc. Donc en fait, il met déjà pointe du doigt le fait que le problème n'est pas simple pour savoir comment les nuages peuvent jouer un rôle dans l'équilibre radiatif de la Terre. Un petit souci, Ouais. essaie de défiler pas sur le Zoom, parce que tu n'es pas déconnecté encore. Non, je ne suis pas déconnectée. Partagez tout ton écran partage dans l'application. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Je partage le groupe. Le premier en haut à gauche, je pense. Ouais. Tu mets celui en haut à gauche. Ok. Est-ce que celui-ci... Ah non, c'est desktop 1, celui-ci. Si tu partages celui-là, non, tu peux revenir le retour. Là, c'est Ça bon. donne, c'est bon? Ok. Donc, les années 70, c'est aussi l'époque où il y a la construction des premiers modèles de circulation générale pour simuler le climat, et notamment au GIS ou au GLDL et à UCLA. Et autour de Arakawa, on commence à se demander notamment comment représenter les nuages dans les modèles climatiques de circulation générale. Et Arakawa, en développant des premières paramétrisations, donc les représentations des nuages dans les modèles de circulation générale, pressent déjà que ça ne va pas être une affaire très simple, notamment parce qu'il y a un problème d'échelle, c'est-à-dire que les nuages sont des objets qui sont assez petits, enfin, qui ont des tailles qui vont de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres, et représenter ça dans des mailles de modèles qui, à l'époque, font 1000 kilomètres ou plus, c'est pas simple. Et puis, à la fin des années 70, en 79, on s'intéresse de plus en plus à l'impact que les activités humaines peuvent avoir sur le climat. Et c'est le moment où l'Académie des sciences américaines publie ce qu'on appelle aujourd'hui le Charney Report. C'était un petit groupe de scientifiques piloté par Jules Charney, à qui on posait la question de savoir si l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère allait réchauffer le climat considérablement ou allait avoir un impact négligeable. Et je conseille à tous ceux qui n'ont pas lu déjà le rapport de Charney de le faire, parce que c'est vraiment très, très intéressant. C'est un rapport qui est court, qui fait une quinzaine de pages, et qui donne qui est vraiment intéressant à lire, parce qu'on réalise qu'à l'époque, on avait quand même, un petit groupe de personnes avait très peu d'éléments en main pour anticiper l'impact du CO2 sur le climat. Il n'y avait aucune observation globale. Il y avait 2 modèles de circulation générale qui n'étaient même pas forcément globaux, qui avaient des résolutions spatiales gigantesques, qui étaient beaucoup plus crudes, simples que ceux qu'on a aujourd'hui. Et pour autant, toutes leurs conclusions restent valables 40 ans plus tard. Donc, c'est assez incroyable. Et en fait, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'ils sont vraiment reposés sur leur compréhension physique du climat et de l'atmosphère, pour arriver à dire des choses pertinentes sur la réponse du climat au forçage radiatif du CO2. Et donc, dans ce rapport, ils reconnaissent déjà que l'impact des nuages sur le bilan radiatif peut jouer un rôle de rétroaction important, donc contrôler en partie l'amplitude du réchauffement lié au CO2, mais avec beaucoup d'incertitudes sur l'estimation de ces effets-là. Et alors, ils fournissent cette première fourchette
d'estimation de ce qu'on appelle la sensibilité climatique, donc une des métriques un peu centrales dans les sciences du climat, qui correspond au réchauffement global de la Terre associé à un doublement du gaz carbonique dans l'atmosphère, à l'équilibre. Et donc, ils fournissent une première estimation de cette quantité-là, de 1,5 degré à 4,5 degrés. Et c'est une fourchette qui est devenue assez célèbre parce que pendant presque 40 ans, elle n'a pas bougé, en fait. Bien qu'on ait eu des modèles de plus en plus développés, etc., beaucoup plus d'observations, cette fourchette d'incertitude de la sensibilité climatique n'a pas changé pendant des dizaines d'années. Et dans l'estimation de cette fourchette, en fait, c'est intéressant de voir comment ils y arrivent. Il y a 1,5 degré, je crois, dans cette fourchette qui relève de l'incertitude sur le rôle des nuages sur le rayonnement. Alors ensuite, dans les années 80, hop, je sens. C'est quand tu as décalé le panneau sur la gauche. Ok. C'est bizarre. Désolé. Donc maintenant qu'on a des modèles de circulation générale avec effet radiatif des nuages et nuages interactifs, on commence à regarder un peu plus en détail le rôle que ces effets radiatifs des nuages jouent dans le climat. Et notamment, Jim Hansen propose un framework, une façon de quantifier les rétroactions liées aux nuages. Et c'est un framework qui est toujours utilisé largement aujourd'hui. Et puis, d'autres équipes en Angleterre, aux États-Unis, regardent l'influence des effets radiatifs des nuages, non pas sur la température de la Terre globale, qui est juste un aspect du climat et du changement climatique, mais sur d'autres aspects du climat, et notamment sur la circulation générale de l'atmosphère. Et là, par exemple, sur ces figures, j'ai reproduit il y a longtemps avec des modèles du LMD, des simulations qu'avaient faites Tony et Julia Sligo, où en fait, on rend les nuages transparents au rayonnement, et on regarde l'impact que ça a sur la distribution de la précipitation, de la circulation, etc. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, avec et sans effet radiatif des nuages dans l'atmosphère, on n'a pas le même climat. Notamment, on a une circulation générale de l'atmosphère qui est beaucoup plus faible quand on n'a pas d'effet radiatif des nuages et une structure d'humidité CZ, etc. Enfin, ça change beaucoup de choses d'avoir des effets radiatifs des nuages dans l'atmosphère. Et donc, ce qu'on apprend déjà à cette époque-là, c'est que ces effets radiatifs des nuages ne sont pas importants que pour l'équilibre global de la Terre et la température moyenne, mais aussi pour tout un tas d'autres aspects du climat, notamment la circulation générale de l'atmosphère. On montrera après aussi que ça a un impact sur la variabilité de l'atmosphère, sur les ondes tropicales, la rapidité de propagation de ces ondes, etc. Voilà. Et puis en parallèle, bien convaincu que ces effets radiatifs ont un impact important dans le climat, on commence à imaginer des missions spatiales qui mesureraient ces effets radiatifs depuis l'espace, ce qui est la mission Earth Radiation Budget Experiment, ERBE, qui démarre dans ces années-là. Enfin, la conception démarre dans ces années-là. Et alors en 1989, c'est une année qui est assez charnière pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est l'année où on publie les premières observations de la mission ERBE, donc qui pour la première fois mesure le bilan radiatif, donc dans les flux radiatifs large bande dans l'infrarouge et dans le visible, et également l'impact des nuages sur ce bilan radiatif, parce qu'ils mesurent des flux en ciel clair et en ciel toutes conditions confondues. Alors, les images, les figures n'étaient pas encore aussi jolies qu'aujourd'hui, mais enfin, en gros, on peut distinguer que... Donc ça, c'est l'impact des nuages sur le rayonnement infrarouge au sommet de l'atmosphère, qui donc est très hétérogène, qui est beaucoup plus fort dans les zones où on a des nuages élevés, hein, parce que le premier ordre, il dépend de la température au sommet des nuages, donc très fort dans les zones de convection profonde. Et l'effet des nuages sur la réflexion des rayonnements solaires, qui est en bas, on voit partout où il y a des nuages, à la fois les nuages profonds et peu profonds. Et si on additionne ces deux effets,
on a ce qu'on appelle l'effet net des nuages sur le bilan radiatif, et qui montre de façon surprenante que dans les zones de convection très profondes, on a une annulation quasi parfaite des effets dans l'infrarouge et dans le visible, qui fait qu'en moyenne, ces nuages ont assez peu d'impact sur le bilan radiatif, au sommet de l'atmosphère en tout cas. C'est très différent dans l'atmosphère même. Et que par contre, ce qui ressort très fort, c'est l'impact des nuages bas sur le bilan radiatif, donc principalement à l'est des océans, des bassins océaniques et puis aux moyennes latitudes. Et ce qu'on mesure, c'est qu'à l'échelle globale, l'effet des nuages, c'est de réduire le bilan radiatif de 20 watts par mètre carré, ce qui est un nombre assez considérable, surtout qu'à l'époque, on commence à estimer le passage radiatif du CO2 qui est de l'ordre de 4 watts par mètre carré. Donc là, on commence à se dire que l'impact des nuages sur le rayonnement, c'est une modulation importante du bilan radiatif et qu'un petit changement de cet effet de refroidissement de la Terre par les nuages pourrait compenser éventuellement l'effet de l'augmentation du CO2. Et donc la grande question à partir de là, c'est de déterminer si dans un climat qui se réchauffe, sous l'effet de l'augmentation des gaz à effet de serre, cet effet de refroidissement de la Terre par les nuages va être renforcé ou atténué. Et en fonction de ça, le changement de nuage donc, aura tendance à amplifier le réchauffement ou au contraire à l'atténuer. Et alors la deuxième raison pour laquelle l'année 89 est une année charnière, c'est que c'est aussi l'année où se publient les premières intercomparaisons de modèles climatiques et notamment de sensibilité des modèles. Donc à l'époque, les modèles ne faisaient pas des simulations très longues, même pas forcément des cycles saisonniers. Donc là, c'est des expériences de juillet perpétuelles, une simulation assez courte. Le LMD avait participé à ces simulations et je pense qu'on est un des modèles par ici, là, dans cette partie de la courbe. C'était Laurent Lee qui participait à ça. Et dans ces expériences, ce qu'on faisait, c'est qu'on prescrivait un changement de température de l'océan et on regardait comment réagissaient les flux radiatifs au sommet de l'atmosphère. Et ça permettait d'avoir une idée de la sensibilité du climat à un réchauffement. Et ce que montraient ces intercomparaisons de Bobsell, c'est que si on regardait la réponse des flux radiatifs en ciel clair, on avait un accord assez bon entre les modèles, ces petits points blancs qui sont là. On avait un assez bon consensus entre les modèles. Par contre, si on considérait les nuages, l'effet des nuages aussi, alors là, on avait toutes les réponses possibles selon les modèles, et avec des modèles qui étaient assez peu sensibles au réchauffement et des modèles qui étaient très sensibles au réchauffement. Et donc, c'était la première fois qu'on mettait vraiment en évidence quelque chose qu'on pressentait déjà avant, mais sur le fait que la réponse des nuages à un réchauffement dans les modèles climatiques est une grosse source d'incertitude pour l'estimation de la sensibilité du climat à une perturbation externe. Alors à partir de là, beaucoup d'études ont cherché à comprendre comment les nuages pouvaient réagir à un réchauffement et si ça allait augmenter le refroidissement de la Terre ou pas. Et il y a eu toute une série d'études qui recherchaient notamment il pouvait y avoir des effets de thermostat liés aux nuages, puisqu'on a vu que les nuages ont un potentiel de refroidissement de la Terre quand même assez conséquent. Donc ça a été par exemple cette étude de Ramanathan et Collins en 1991 qui suggérait que la température de l'océan était régulée par le refroidissement de la surface par les nuages hauts, les enclumes convectives notamment. Ça a été cette autre étude de Ron Miller qui proposait que là, c'était les nuages de type stratus, stratocumulus, donc des nuages bas, en effet très, très refroidissants, parce que très réfléchissants du rayonnement solaire, qui, dans un climat plus chaud, pouvaient augmenter et du coup permettre à la Terre de ne pas trop se réchauffer, même quand on augmentait le CO2 dans l'atmosphère. Et puis, il y a eu surtout cette étude de Richard Lindzen, qui a été publiée en 2001. Donc, Richard Lindzen, professeur au MIT, qui a proposé cette hypothèse d'un effet d'iris des nuages, c'est-à-dire qu'il a proposé que dans un climat plus chaud, les processus microphysiques des nuages permettraient aux nuages de précipiter plus efficacement, ce qui réduirait la quantité d'eau exportée dans la haute atmosphère, réduirait la couverture des nuages hauts
et permettrait à la Terre d'évacuer plus facilement la chaleur vers l'espace et aurait un effet stabilisateur très fort et empêcherait la Terre de se réchauffer sous l'effet de l'augmentation du CO2. Donc, entre autres, du fait de cette étude, Richard Lindzen est devenu un peu la tête de file des climato-sceptiques. Et ce papier a généré une controverse dans la communauté énorme, avec plein de papiers derrière qui ont été publiés pour montrer que méthodologiquement, il y avait quand même beaucoup de problèmes dans cette étude. Et donc, aucune en fait, de ces études avait des résultats qui étaient vraiment, qu'on pouvait considérer comme définitifs. Mais en tout cas, c'était un peu l'époque où on apprenait à étudier les rétroactions nuageuses, à savoir comment utiliser des observations pour apprendre comment les nuages peuvent répondre à un réchauffement et quel impact ça peut avoir sur le climat. Et alors un peu plus tard, vers la moitié des années 2000, on commence à avoir des intercomparaisons de modèles à plus grande échelle que celle de Fangio, notamment dans le cadre de CEMIP. On a les premières intercomparaisons de modèles couplés. Et donc là, en l'occurrence, c'était l'époque de CEMIP 3. Et dans ces modèles, on trouve toujours que dans des expériences où on augmente le CO2 dans l'atmosphère, les modèles prédisent des amplitudes de réchauffement qui sont très variables d'un modèle à l'autre, qui varient de 2 à 4 degrés à la fin du siècle. Et pour comprendre d'où vient cette incertitude, on peut décomposer ce réchauffement en différentes contributions. C'est ce qu'on avait fait avec Jean-Louis Dufresne. Et on peut montrer que l'effet juste de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, l'effet du forçage radiatif du CO2, s'il n'est pas accompagné de rétroaction climatique, il produit un réchauffement qui est de l'ordre de 1 degré et qui est le même dans tous les modèles. Par contre, bien sûr, quand le climat commence à se réchauffer, il y a tout un tas de rétroactions qui se mettent en route, notamment il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. La vapeur d'eau a un gaz à effet de serre, donc ça amplifie le réchauffement encore plus. Et ça tend à doubler en gros l'amplitude du réchauffement lié au CO2 seul. Et puis, quand il fait plus chaud, on a des surfaces couvertes par la neige ou la glace qui ont tendance à se rétrécir. Et donc, ça fait encore une petite amplification complémentaire. Mais ce que vous voyez, c'est qu'en gros, les grandes différences d'amplitude du réchauffement pour la même perturbation en CO2, elle provient essentiellement de la contribution des rétroactions nuageuses. Donc, même histoire qu'à l'époque de Charney ou des premières expériences de CEF 20 ans plus tôt, c'est toujours la réponse des nuages qui explique l'incertitude sur la sensibilité climatique. Alors, devant cet état de fait, on a un peu envie de comprendre d'où vient cette incertitude et qu'est-ce qui l'a produit. On a dans l'atmosphère, il y a plein de types de nuages. On a vu, il y a des nuages de moyenne latitude, il y a des nuages frontaux, il y a des nuages dans les tropiques profonds, bas, etc. Et donc, on peut se demander est-ce qu'il y a des types de nuages ou de réponses de nuages qui sont plus importantes que d'autres dans l'explication de cette incertitude. Et donc, on a regardé ça dans les modèles CEMIP 3. Et d'abord, on voit que c'est surtout dans les tropiques, c'est des régions tropicales que vient cette grande incertitude. Et qu'effectivement, les modèles qui prédisent les réchauffements les plus forts sont les modèles qui prédisent une diminution de l'effet radiatif des nuages, donc un moins fort refroidissement de la Terre par les nuages, si vous voulez, alors que les modèles les plus basses sensibilités sont ceux qui prédisent l'inverse, une augmentation de l'effet refroidissant des nuages. Alors, ensuite, on s'est demandé quel type de nuages était responsable de ça. Et ce qu'on avait appris déjà un peu avant, c'est qu'au premier rang, ce qui contrôle le type de nuage à la surface de la Terre, le fait d'avoir des nuages très convectifs ou très bas, etc., c'est la circulation générale de l'atmosphère. Et donc, quand on analyse, que ce soit des simulations ou des observations, si on analyse des changements d'effet radiatif des nuages, notamment avec la température, et qu'on ne veut pas prendre pour des effets de dépendance à la température, des choses qui ne sont pas liées à la température, mais juste liées à des changements de circulation atmosphérique, on a trouvé que c'était commode de décomposer l'atmosphère en une série de régimes de circulation. Donc, en utilisant la vitesse verticale, par exemple, dans la moyenne troposphère comme traceur de la circulation générale. Et ce qu'on montre à ce moment-là, c'est que si on regarde la réponse du forçage, de l'effet radiatif des nuages dans ces différents régimes de circulation,
Donc la réponse est l'incertitude dans les modèles est dominée par la composante visible, donc les différences d'albédo. Et ce qu'on trouve, c'est que donc dans les zones où on a dans les branches ascendantes de la circulation tropicale, donc où on trouve des nuages convectifs très, très élevés, en fait, il y a assez peu de différence entre les modèles. Et par contre, c'est dans les régimes de subsidence, là où on trouve essentiellement des nuages bas, qu'on a une très forte différence dans la réponse des nuages entre les modèles peu sensibles et très sensibles. Et donc, dans ces régimes de subsidence, on a différents types de nuages bas qui se produisent dans les zones les plus subsidentes. C'est là où on trouve les stratus, les stratocumulus, donc qui couvrent fortement la Terre. Et dans les régimes de subsidence plus faibles, c'est des régimes où on trouve essentiellement des petits cumulus. Donc, c'est des nuages qui sont beaucoup plus petits, qui sont très morcelés et qui ne sont pas très impressionnants hein, comparés aux grands nuages convectifs ou même aux grandes étendues de stratus. Mais il se trouve que ces nuages qui se produisent dans les régimes de subsidence faible sont les nuages qui sont les plus fréquents à la surface de la Terre, et notamment parce que ces régimes de circulation de faible subsidence correspondent aux zones d'alizé qui couvrent l'essentiel des océans tropicaux. Et donc, en fait, ce que montre cette étude, c'est que c'est essentiellement la réponse des petits cumulus, la majorité silencieuse des nuages, si on peut dire, dans ces régimes de faible subsidence qui dominent l'incertitude des rétroactions nuageuses dans les modèles. Donc, c'est une conclusion que reprend le 4e rapport de l'IPCC, qu'on a fait des progrès dans la compréhension de l'origine de l'incertitude, de la sensibilité climatique, et on voit maintenant que ça vient essentiellement de la réponse des nuages bas. Alors après ça, de CNIP 3 à CNIP 5, de 4e au 5e rapport du GIEC, ont lieu plein d'études où on étudie les différents mécanismes de rétroaction des nuages. Et on le fait avec des modèles de circulation générale, mais pas seulement. On commence à utiliser des modèles de processus aussi. Donc, c'est des modèles qui ont des résolutions spatiales beaucoup plus fines, de type Large Eddy Simulation Models, donc c'est des résolutions de quelques dizaines ou centaines de mètres, jusqu'à des modèles Cloud Resolving, donc à des résolutions kilométriques, ou un peu moins, et qui ne sont pas globaux, bien sûr, mais qui simulent différents types de nuages, et on peut faire des expériences avec ces modèles-là et voir comment les nuages réagissent à ces perturbations. Donc, on commence à utiliser ces modèles pour étudier les rétroactions nuageuses. On apprend aussi des choses sur la réponse des nuages à l'augmentation du CO2, en particulier le fait qu'il n'y a pas que le réchauffement qui modifie les nuages, mais que augmenter le CO2 dans l'atmosphère, même s'il n'y a pas de réchauffement à la surface, suffit à modifier la stratification de l'atmosphère et à modifier les nuages. C'est ce qu'on appelle l'ajustement des nuages à l'augmentation du CO2. Et ça nous a amené à modifier un peu la façon dont on quantifiait les rétroactions. Et puis, c'est l'époque aussi où on commence à avoir des nouvelles observations des nuages, notamment des observations très importantes, qui sont les observations Calypso, qui est un lidar spatial pour lequel Gérard Mégy avait joué un rôle important dans le fait que ce satellite soit lancé, et le radar spatial CloudSat, et qui, pour la première fois, nous donne des informations sur la structure verticale des nuages. Et ça, comme on va le voir, c'est vraiment important pour comprendre le comportement des nuages. Au même moment, on développe des nouvelles techniques aussi pour évaluer les nuages dans les modèles. Notamment, on développe des simulateurs d'observation spatiale, par exemple autour des LNSHFR ou LND pour des simulateurs Calypso, qui permettent de comparer modèles et observations d'une façon cohérente. Et puis, bien sûr, dans les groupes de modélisation, il y a des améliorations dans la représentation des nuages dans les modèles. Alors, tout ça fait qu'au moment de la R5, le 5e rapport du GIEC, on arrive à une évaluation de la rétroaction des nuages un petit peu meilleure qu'avant. Notamment, donc on pense que la rétroaction est positive globalement, mais avec une marge d'incertitude qui est encore très forte, très très grande, qui n'exclut pas même qu'on puisse avoir une rétroaction négative. Et la conclusion de la R5, c'est encore que l'incertitude sur la sensibilité climatique provient toujours de la rétroaction des nuages, et en particulier du rôle des nuages bas.
Alors, juste une illustration de ce que ça veut dire. Là, vous avez des projections de température associées à différents modèles CMIP. Là, je pense que c'est 5 ou 6, je ne sais plus. Enfin, le résultat est le même, avec une très grande, donc c'est l'évolution au cours du temps, jusqu'à la fin du XXIe siècle, pour un scénario donné d'évolution des gaz à effet de serre, avec une gamme d'incertitudes sur l'ampleur du réchauffement qui est importante selon les modèles. Et en fait, une grande partie de cette dispersion est liée à la sensibilité climatique du modèle et donc aux rétroactions nuageuses de ce modèle. Voilà, les modèles les plus sensibles donneront des projections à la fin du XXIe siècle les plus importantes. Alors, à partir de là, de la R5, le Programme mondial de recherche sur le climat commence à prendre le problème assez au sérieux, parce qu'en fait, depuis Charnay, en gros, on a l'impression que ça avance pas beaucoup, on a toujours autant d'incertitudes sur la sensibilité climatique, on prend toujours aussi peu ce qui se passe dans la réponse des nuages, et du coup, le WCRP décide de considérer cette question comme un grand challenge, des 6 ou 7 grands challenges à l'époque dans le Programme mondial de recherche au climat, dont un sur le thème des nuages, circulation et sensibilité climatique. Et dans le cadre de ce grand challenge, en fait, il y a des efforts de recherche qui sont un peu concentrés sur des questions clés pour l'étude du climat et du changement climatique, et notamment sur le rôle des processus nuageux dans différents aspects du climat, en particulier dans la circulation atmosphérique, que ce soit en moyenne latitude ou dans les tropiques, et aussi, bien sûr, sur les processus de rétroaction dans un climat plus chaud, et notamment sur le rôle du processus de convection dans les rétroactions nuageuses, qui, sur la base de plein d'études, apparaissaient comme jouant un rôle vraiment critique. Et ces études-là se font à partir toujours en utilisant une hiérarchie de modèles, donc des GCN, bien sûr, en 1D, en 3D, et des modèles de processus type LES ou CRM. Et aussi beaucoup d'analyses d'observation de différents types, satellites, in situ, etc. À cette époque, notamment par le fait qu'on commence à utiliser des modèles cloud resolving, donc qui ont des résolutions de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres, pour étudier ces questions-là, nous fait apparaître, enfin, fait émerger des nouvelles questions scientifiques. Notamment, on se rend compte que quand on utilise un modèle explicite de nuages sur un domaine assez grand, les nuages se mettent à interagir avec l'atmosphère à méso-échelle. Et là, il se passe des phénomènes qu'on n'avait pas vraiment anticipés avant, qui sont des phénomènes d'agrégation des nuages ou de la convection. Et ce que montrent ces premières études, c'est que quand on a plus d'agrégation de la convection, on change l'état moyen de l'atmosphère, notamment son humidité, les nuages, le bilan radiatif. Et donc, à cette époque, on commence à se demander quel rôle l'organisation à méso-échelle des nuages et l'agrégation de la convection pourrait jouer dans le climat. Et notamment, est-ce que ça pourrait jouer un rôle de rétroaction nuageuse? Je reviendrai plus tard sur cette question. Et voilà, mais en tout cas, c'est des nouvelles questions qui apparaissent à mesure qu'on utilise ces différents types de modèles pour étudier les nuages et leur interaction à grande échelle. Et puis en parallèle, on se pose pas mal de questions sur quelles sont les stratégies qui pourraient aider à réduire l'incertitude sur les rétroactions nuageuses. Et notamment, est-ce qu'on peut essayer de dessiner concevoir des expériences de terrain qui permettraient de réduire certaines des incertitudes. Et puis, comment on peut essayer d'utiliser au mieux toutes les connaissances qu'on peut avoir sur le climat, donc à partir d'études des processus, mais aussi l'étude des séries à long terme d'évolution du climat, les séries historiques, par exemple, et également les données, les études de paléoclimatologie pour essayer de contraindre la sensibilité climatique. Et alors, un des outcomes de ce grand challenge a été la publication en 2020 d'un Climate Sensitivity Assessment, donc un rapport sur la sensibilité climatique piloté par Steve Sherwood et Mark Webb, qui aujourd'hui est un des papiers les plus cités dans le domaine
et qui a marqué vraiment la discipline parce que pour la première fois depuis le rapport de Charnay, il réduit la marge d'incertitude de la sensibilité climatique assez considérablement. Et deux principales raisons à ça. La première, c'est que d'abord, cette fourchette d'incertitude considère plein de lignes d'évidence, comme on dit, différentes, à la fois les études de paléo, les études sur l'analyse des changements de température sur tout le XXe siècle, etc. Mais aussi parce qu'ils ont fait une évaluation, une quantification des rétroactions climatiques qui est assez différente de celle qui était faite jusqu'à présent. Ils estiment toujours que les rétroactions nuageuses, notamment, sont des rétroactions positives, mais avec une marge d'incertitude bien considérablement réduite, environ 50% par rapport à ce qu'elle était avant, dans le 5e rapport du GIEC notamment. Et la raison à ça, c'est qu'ils ont basé leur estimation de la certitude, non pas sur ce que disaient les modèles de circulation générale, mais sur la base de ce qu'on pouvait dire à partir de notre compréhension physique du comportement des nuages, des études observationnelles et des études faites pour les différents types de nuages par des modèles de processus. Et une autre chose importante qui apparaît dans ce rapport, qui était moins apparent avant, c'est le fait que les rétroactions liées aux nuages d'enclume, donc les nuages qui se forment très haut dans les tropiques, dans l'atmosphère, étaient une source d'incertitude relativement importante qu'on savait assez peu estimer cette rétroaction potentielle. Voilà, donc dans le 6e rapport du GIEC en 2021, le rapport met en avant le fait qu'on a pas mal progressé dans notre compréhension des phénomènes de rétroaction et dans l'incertitude sur la sensibilité climatique a été considérablement réduite. Cela dit, cette incertitude dans la sensibilité climatique reste toujours la principale source d'incertitude pour les projections de température à l'échelle du XXIe siècle. Et l'autre chose que pointe le rapport, c'est qu'aujourd'hui, on tend un peu à dissocier la fourchette d'incertitude sur la sensibilité climatique qui vient des modèles de circulation générale de type CENIP et la fourchette d'incertitude qu'on peut établir sur la base d'autres outils comme les observations ou les modèles de processus. Alors, je ne sais pas exactement où j'en suis en termes de temps, mais donc, par cette rétrospective de quelques dizaines d'années de recherche en quelques minutes, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, le problème des rétroactions nuageuses de la sensibilité climatique, ce n'est pas un problème très simple à résoudre, comme vous l'avez vu, et que pour l'aborder, on a essayé de décomposer le problème un peu en morceaux, pour le rendre un peu plus tractable, si je puis dire, et que comme pour l'ensemble du puzzle de notre compréhension du changement climatique, il y a des morceaux du puzzle qui sont bien placés. On a confiance dans ces connaissances-là. Elles sont robustes, elles sont étayées par tout un tas d'évidences, d'observations, de modélisation, etc. Et puis, il y a des morceaux du puzzle qui sont un peu moins bien placés encore. Et c'est ceux sur lesquels on travaille aujourd'hui. Et parmi ces pièces importantes du puzzle qui ne sont pas encore bien placées, il y a les rétroactions liées aux nuages bas, les enclumes, qui sont des morceaux importants voilà, qu'il faut aborder. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter quelques études qui montrent que les dernières années, on a fait quelques progrès sur ces questions-là. Si j'y arrive. Et je vais commencer par ce qu'on a appris sur les rétroactions liées aux enclumes tropicales. Alors, les enclumes, c'est ces grands nuages couches stratiformes de nuages qui se forment dans la haute atmosphère, dans les tropiques, mais pas seulement, hein, au sommet de certains cumulonimbus, et qui peuvent atteindre des surfaces très, très importantes et qui réfléchissent très fort le rayonnement solaire et qui ont aussi un impact important sur le rayonnement infrarouge. Et quand on regarde ces nuages dans les observations, notamment les observations Calypso, on peut déterminer l'altitude du sommet de ces nuages.
Et on se rend compte que ces enclumes se forment tout le temps plus ou moins à la même altitude, vers 12-13 km, donc quelques kilomètres en dessous de la tropopause. Et c'est une question qui est importante de savoir qu'est-ce qui contrôle en fait cette hauteur des enclumes qui détermine leur température et donc leur impact sur l'infrarouge notamment. Et sur cette question, on a fait pas mal de progrès. Alors là, c'est pas des... Je fais un petit tour en arrière là. Parce que c'est des choses qu'on a comprises en 2002, notamment grâce à Dennis Hartmann, qui a montré qu'en fait, ce qui contrôlait la hauteur des enclumes la hauteur à laquelle se forment les enclumes pouvait être comprise non pas en étudiant les nuages eux-mêmes, mais en étudiant ce qui se passe autour des nuages, notamment l'atmosphère ciel clair autour des nuages. Et en fait, on peut montrer que l'altitude à laquelle on a le plus de divergence des nuages correspond à l'altitude à laquelle on a une convergence de masse en ciel clair qui est liée à la diminution rapide du refroidissement radiatif de l'atmosphère avec l'altitude. Et que ça, c'est lié à la façon dont la vapeur d'eau varie avec la température, donc c'est très contraint par la relation de Clausius-Clapeyron. Et donc par des approches très simples qui consistent juste à faire des équilibres d'énergie et de masse très simples, on peut expliquer pourquoi on a un maximum de divergence de la convection à cette altitude-là. C'est vraiment contraint par des processus vraiment de base liés à au refroidissement radiatif de l'atmosphère ciel clair et à la stabilité statique dans l'atmosphère en altitude. Et une des implications de cette chose-là, c'est que ça permet d'anticiper le fait que dans un climat plus chaud, l'altitude des enclumes va s'élever, parce que toutes les isothermes en fait shiftent vers le haut. Donc les nuages se produiront à une altitude plus élevée. En revanche, ils resteront toujours à la même température, puisque la température est contrainte par les propriétés de refroidissement radiatif. Et donc, c'est ce qu'on a appelé la Fixed Anvil Temperature Hypothesis, ou FAT. Bon, après, il y a eu des petites variantes, mais en gros, c'est l'idée. Alors, l'autre question après ça, c'est de savoir ce qui contrôle non plus l'altitude, mais aussi l'étendue de ces nuages, qui, comme on voit sur cette image, vraiment très, très étendue. Et donc, on avait regardé cette question-là en regardant des simulations idéalisées venant soit de modèles de circulation générale utilisés en mode d'équilibre radiatif convectif, soit des simulations de modèles explicites de nuages, CRM. Et quand on fait des simulations à différentes températures, on voit que dans la plupart dans tous les modèles, dans un climat plus chaud, l'altitude, donc ça c'est le profil de fraction nuageuse, l'altitude on a le maximum de couverture par les enclumes tend à s'élever dans l'atmosphère, donc ça on comprend bien pourquoi. Et sur la base du mécanisme que j'ai décrit avant, on voit que même si les nuages se forment plus haut dans l'atmosphère, ils restent toujours dans une gamme de température qui est la même. En revanche, ils se trouvent dans une atmosphère qui a une pression plus faible. Et c'est la dépendance en pression de la stabilité statique dans la haute atmosphère qui permet d'expliquer pourquoi la couverture des enclumes tend aussi à diminuer à mesure que les nuages se forment plus haut. C'était quelque chose qu'on voyait dans plein de modèles et qu'on peut donc expliquer assez simplement par les mêmes mécanismes que ceux qui expliquent la hauteur de formation des enclumes. Donc on appelait ça un effet d'iris de stabilité, parce que c'est un effet d'iris, c'est un peu comme ce qu'avait proposé Dick Linson à l'époque, c'est-à-dire que dans un climat plus chaud, on s'attend à ce que la couverture des enclumes diminue. Par contre, ce n'est pas du tout le même mécanisme, et là, c'est un mécanisme vraiment thermodynamique. Voilà. Donc c'était proposé sur la base de simulations numériques seulement, et donc il s'agissait de voir après si c'était vérifié par les observations. Et donc c'est ce qu'a fait Marion Saint-Luc pendant son postdoc, où elle a utilisé des observations Calypso pour regarder l'altitude à laquelle se forment les enclumes et comment se varie l'étendue de ces nuages. Et puis Brett Matkin, après, a regardé ça. Bon. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si on étudie les variations interannuelles du climat, on voit qu'en moyenne, les années plus chaudes correspondent à des années où les enclumes se forment plus haut dans l'atmosphère, conformément à ce qu'on attend. Et également, la fraction, l'étendue de ces nuages tend à diminuer à mesure que l'atmosphère est plus chaude.
Et on peut montrer que cette diminution de la fraction nuageuse est compatible avec le mécanisme de stability Harris. Et ensuite, Marion a regardé dans quelle mesure ce même mécanisme pouvait expliquer la réponse des enclumes à différents types de perturbations externes, qu'elles soient d'origine naturelle ou anthropique. Et elle a montré que ça marche dans plein de contextes, et notamment, y compris dans la réponse des enclumes aux éruptions volcaniques intenses. Donc, par exemple, quand avec une éruption du type Pinatubo, on envoie énormément d'aérosols dans l'atmosphère qui tendent à réchauffer la basse stratosphère et la haute atmosphère, haute troposphère, ce qui modifie la stabilité statique de l'atmosphère en altitude et par le mécanisme de stability Harris joue un impact sur la couverture des enclumes. Donc c'est un effet des aérosols sur les nuages, mais qui est très indirect. Ce n'est pas un effet microphysique, très remote. Et alors, on a vu que les enclumes, enfin les nuages hauts en général, ont un effet très fort à la fois dans l'infrarouge et dans le visible, avec je ne sais pas ce que... Ah non, il est déjà... On a des gens qui sont quelque part. Ouais. Je partage pas ton écran, hein. Ouais, ouais. Je partage,
Vous voyez quelque chose, non? Ouais. Hop. Bon. Ok, désolé. Donc, on en était, voilà, estimer la rétroaction nuageuse qui est liée au changement de couverture d'enclume dans un climat plus chaud. Et ce que Brett a montré, c'est qu'en utilisant uniquement des arguments théoriques et des contraintes observationnelles sur les effets radiatifs des nuages et sur ce que ça change de changer les nuages hauts quand on a des nuages bas en dessous, qui sont plus exposés à l'espace, en fait, on pouvait estimer la rétroaction d'une façon assez simple et l'estimer quantitativement avec les valeurs de cette rétroaction et aussi de l'incertitude associée qui sont beaucoup plus faibles que ce qui avait été estimé auparavant, par exemple dans le 5e rapport du GIEC. Par contre, il montre qu'il y a une question qui reste complètement ouverte, qui est la question du changement possible de l'épaisseur optique des enclumes. Et là, on a encore assez peu de contraintes observationnelles pour savoir quel rôle ça a dans la rétroaction, et c'est là-dessus une des choses sur lesquelles on va travailler dans les prochaines années. C'est ça. C'est bon? C'est bon. La vidéo, voilà, et donc maintenant je vais vous parler d'une autre pièce du puzzle sur laquelle on a fait des progrès ces dernières années, qui est la rétroaction liée au petit cumulus, qui, si vous en souvenez, explique une grande partie de l'incertitude de la sensibilité climatique dans les modèles de circulation générale. Et il y a une étude qui a été publiée en 2021 par Tim Myers, et puis une autre par Greg Cesana et Del Genio, qui essaie d'estimer la rétroaction des nuages bas et de la contraindre par des observations surtout. Et alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails de la méthodologie, mais en gros, ça consiste à décomposer la rétroaction radiative, donc comment change l'effet radiatif des nuages sous un changement de température, en deux composantes. Une qui regarde comment les effets radiatifs des nuages répondent à des changements de conditions environnementales, de météorologie si vous voulez, et une composante qui regarde comment ces conditions environnementales changent sous l'effet d'un réchauffement global. Donc cette partie-là, elle vient des modèles de simulation générale. Par contre, cette partie-là, on peut l'estimer à partir d'observations, et ce qui permet de contraindre les rétroactions. Et alors, ce qu'ils montrent dans leur étude, c'est que donc la rétroaction des nuages bas dans les moyennes latitudes est positive. Et ils montrent que dans les modèles CMUP5, elle était considérablement sous-estimée par les modèles et que ça s'est bien amélioré dans CMUP6. Et ça, on sait pourquoi. C'est parce qu'on a une meilleure représentation de la phase mixte des nuages et qui a permis d'augmenter cette rétroaction. Par contre, ce qu'ils montrent, c'est que dans les régimes de stratocumulus, les modèles tendent vraiment à sous-estimer la rétroaction comparée à ce que suggèrent les observations, même s'il y a une incertitude sur les observations, comme on voit là. Et puis dans les zones de petits cumulus, on voit plusieurs choses. On voit d'abord que dans les estimations par satellite, enfin contraintes par les observations satellites, la rétroaction est plutôt faible. Et que par contre, les modèles, que ce soit CMIP5 ou CMIP6, donnent des rétroactions beaucoup plus fortes en moyenne.
Ah, c'est reparti. Ça s'est reconnecté tout seul, je crois. C'est vrai? Donc Par là, contre, vous tu repartages voyez... ton écran. Ah, ok. Oui, celui en haut à gauche. Ouais. C'est bon. C'est bon. Hop. Si vous arrivez à suivre le fil d'exposé, vous avez du mérite. Voilà, donc cette étude de Meyer-Seton pose plusieurs questions. La première, c'est pourquoi est-ce que dans les observations, le feedback semble aussi faible et pourquoi est-ce que dans les modèles, en tout cas, les rétroactions sont assez souvent plus fortes que dans les satellites, enfin dans les observations, et surtout aussi variables. Alors, sur les dernières années, comme vu l'incertitude liée à la réponse de ces nuages-là, il y a eu beaucoup d'études qui ont essayé de regarder ce qui faisait changer, répondre ces nuages au réchauffement climatique. Et ce qui avait été montré, c'est que l'essentiel de la rétroaction nuageuse dans ces régimes-là était lié en fait à une diminution de la fraction nuageuse à la base des nuages. Et que c'était très lié au fait que le mélange vertical dans la basse atmosphère tend à sécher les basses couches, qui tend à diminuer la couverture nuageuse dans beaucoup de modèles. Ce qu'avait montré notamment Florent Briand, Jessica Vial et d'autres. Et donc, pour tester les rétroactions nuageuses dans les modèles, on s'est dit qu'il fallait regarder ce qui contrôlait la fraction nuageuse des nuages à leur base et comment ça variait avec le mélange vertical dans l'atmosphère. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a, une des fortes motivations pour organiser une campagne de terrain spécialement qui permette d'aborder cette question-là. Et donc, c'était la campagne Eureka, qui a eu lieu en janvier-février 2020 au large de la Barbade, au-dessus de l'océan Atlantique. Qui a impliqué de nombreuses plateformes d'observation, à la fois dans l'atmosphère et dans l'océan. Il y a une composante océanographique aussi qui était impliquée dans Eureka, et dont je ne vais pas parler ici. Je vais juste parler de la partie atmosphérique, qui était la motivation première pour cette campagne, et qui consistait à utiliser 2 avions de recherche simultanément pour étudier les petits cumulus qui se forment dans les premiers kilomètres de l'atmosphère et l'environnement dans lequel se forment ces nuages. Parce que pour comprendre les rétroactions, il ne faut pas juste observer les nuages, il faut regarder comment les nuages varient avec les changements de leur environnement. Et donc pour ça, on a utilisé l'avion de recherche, la TR-42 de Saphir, qui volait dans les basses couches, et puis il y avait l'avion allemand Halo, qui volait en altitude, et qui notamment lançait de façon intensive des dropsondes pour caractériser l'environnement des nuages. Et alors, vous l'avez compris, on s'intéressait particulièrement à la fraction nuageuse à la base des nuages, et donc il fallait qu'on la mesure. Et pour ça, on a mis en place des stratégies expérimentales nouvelles. Et notamment, on a fait de la détection de nuages à l'horizontale. D'habitude, on le fait plutôt vers le haut, vers le bas. Et là, on l'a fait à l'horizontale avec un lidar et un radar qui regardaient au travers du hublot de la TR-42. Donc ça, c'était grâce aux équipes du LATMOS et du LSCE qu'on a pu faire ça. Et par cette méthode, on a pu obtenir une estimation assez précise de la couverture nuageuse qui est très faible dans les zones de petits cumulus, c'est 4-5%. Mais pendant tout le mois que durait la campagne, on avait des mesures de ça. Et puis en parallèle, on a utilisé les mesures par dropsonde pour caractériser l'environnement des nuages. Et notamment, on a mesuré les profils verticaux de divergence de masse et de vitesse verticale à partir de dropsonde. Donc ça, c'est une technique qu'on avait développée en prévision d'Eureka et qu'on a beaucoup utilisée pendant Eureka. Et puis, à partir de ces mesures par dropsonde et de vitesse verticale, notamment, on a pu faire des bilans de masse, de vapeur d'eau et température dans la couche limite et en déduire des estimations de l'entraînement au sommet de la couche limite et du flux de masse à la base des nuages. Et donc, à partir de toutes ces observations, on a essayé de contraindre la rétroaction des petits cumulus. Et c'est le travail de postdoc de Rafaela Fogel et Jessica Vial, aussi le travail de thèse d'Annaléa Albright, avec la participation aussi de Guy George, qui est son postdoc au MPI. Et je vais vous expliquer comment on a pu contraindre cette rétroaction. Hop.
Donc, au premier ordre, il y a deux types de processus qui contrôlent les nuages, notamment à la base, la fraction nuageuse à la base des nuages. Les processus thermodynamiques, essentiellement le degré d'humidité relative, par exemple, et puis les processus plus dynamiques, donc notamment le flux de masse au sommet de la couche limite, et qui dépendent beaucoup de la circulation de plus grande échelle et de l'entraînement. Et ce qu'on a montré d'abord à partir des observations Eureka, c'est qu'on pouvait expliquer facilement la variation de la fraction nuageuse en regardant uniquement les variations d'humidité relative et du flux de masse à la base des nuages qu'on estimait avec nos différentes observations. Et donc, à partir de ça, on a pu regarder quel était l'impact relatif des facteurs thermodynamiques et dynamiques dans le contrôle des nuages. Et donc, ce qu'on peut quantifier, par exemple, en regardant le rapport entre ces deux coefficients, donc peu importe. Et ce qu'on montre, c'est que dans Eureka, les nuages, des petits cumulus, sont contrôlés beaucoup plus par les processus dynamiques que par les fluctuations de la vapeur d'eau. Et vraiment beaucoup plus. Et donc, le mécanisme qui est à l'origine des fortes rétroactions nuageuses dans les modèles de circulation générale, à savoir que quand l'atmosphère s'assèche, on a une diminution de la couverture des cumulus, et pas du tout supporté, comme on veut dire, étayé par les observations. Et on montre, donc ensuite, on a regardé la même chose dans les modèles CMIP. Et ce qu'on montre, c'est que tous les modèles, en fait, qu'on a pu voir, on n'a pas pu tous les considérer, mais tous ceux qu'on a pu voir, on avait une bonne dizaine, simulent un contrôle des nuages beaucoup plus par les processus thermodynamiques que dynamiques. Donc, tous sous-estiment le contrôle des nuages par la dynamique. Et en particulier, les modèles qui prédisent des fortes rétroactions nuageuses sont les modèles qui n'ont pas ou très peu de contrôle par la dynamique. Donc, c'est les modèles dans lesquels la fraction nuageuse, en fait, qui est représentée ici, varie uniquement avec l'humidité relative et pas du tout avec le flux de masse, alors que les modèles qui ont des rétroactions plus faibles sont les modèles qui représentent une variation de la fraction nuageuse à la fois à partir de l'humidité relative et avec le flux de masse, comme dans les observations. Et donc, ça nous a amené à conclure que les fortes rétroactions nuageuses des modèles dans ces régimes-là étaient peu crédibles et que les observations suggéraient un feedback plus faible. Voilà, donc je vais accélérer un peu. Et donc maintenant, je vais terminer les dernières minutes en vous présentant quelques nouvelles questions. Je ne sais pas quelle heure il est, mais vous devez commencer à avoir faim. Ouais. Quelques nouvelles questions autour de cette thématique. Et alors, quand on étudie les nuages à partir d'observations, on passe beaucoup de temps à regarder les observations spatiales. Et là, il y a une sorte d'éléphant dans la pièce qui apparaît très clairement, c'est que les nuages sont rarement organisés de façon aléatoire, mais montrent souvent des types d'organisation à mésoéchelle qui sont très variables et qui sont souvent très jolis, comme ici, par exemple, sur l'Atlantique tropical. Et en fait, c'est ces changements d'organisation qui contrôlent toutes les propriétés des nuages en termes de hauteur, d'extension, etc. Par exemple, pendant Eureka, donc la Barbade est ici, on avait des jours où les nuages s'organisaient comme ça, le long de lignes, de cercles. Voilà, ça fait un peu penser aux poches froides. Et puis quelques jours plus tard, on pouvait avoir des organisations de nuages qui n'avaient rien à voir, ce qu'on appelle des fleurs, des organisations en fleurs, où on a des amas, des nuages, c'est que des nuages bas, mais qui sont de type assez différent. Et donc, depuis, on utilise beaucoup les observations Eureka pour essayer de comprendre ce qui contrôle ces organisations de nuages. C'est le postdoc, par exemple, de Nicolas Maury et d'autres. Et ces organisations à mésoéchelle des nuages sont vraies quand on regarde des nuages bas et de la convection plus profonde, mais aussi quand on regarde la convection plus profonde, notamment dans l'ITCZ. On a beaucoup de structures qui sont des manifestations de ces différentes organisations à mésoéchelle. Et bon, je vais passer ça pour aller plus vite. Et donc, on s'intéresse aujourd'hui beaucoup à ce qu'on appelle l'organisation à mésoéchelle de la convection, qui en fait correspond à la question de qu'est-ce qui contrôle les différents types de nuages, le fait d'avoir des nuages bas, moyens ou hauts, et aussi qu'est-ce qui contrôle l'espacement entre les nuages, notamment la capacité des nuages à s'agréger en amas. Et la raison pour laquelle on s'intéresse à ces choses-là, c'est d'abord parce que
on voit ça partout hein, sur Terre, donc c'est un processus vraiment, un comportement fondamental de l'atmosphère, donc on a envie de comprendre, et qui peut se produire de façon spontanée. Ça, c'est ce qu'on a appris avec les modèles de processus, c'est qu'il n'y a pas besoin de rotation, il n'y a pas besoin d'ondes tropicales ou choses comme ça pour que les nuages spontanément s'organisent en amas. Et ce qu'on a appris aussi les dernières années, c'est que potentiellement ces changements d'organisation pouvaient être importants pour le climat, parce que notamment quand la convection profonde est plus agrégée, en moyenne, l'atmosphère est plus sèche à grande échelle, et donc ça change énormément les flux radiatifs au sommet de l'atmosphère. Donc ça peut avoir un impact sur la régulation du climat si jamais l'organisation à mésoéchelle change dans un climat plus chaud. Et ce qu'on a montré également, c'est que ça avait un impact sur l'intensité des précipitations extrêmes. La convection est organisée et puis on peut avoir des extrêmes vraiment extrêmes. Donc c'est important pour notre compréhension du climat et c'est aussi un challenge pour la modélisation, que ce soit dans les modèles LES, CRM ou dans les modèles prévision du temps ou du climat, notamment ceux qui sont utilisés maintenant à des résolutions de plus en plus élevées. Et donc les questions qu'on se pose, c'est quels sont les processus qui contrôlent cette organisation à mésoéchelle des nuages? Comment ça affecte la grande échelle, notamment la vapeur d'eau et les nuages? Comment ça peut changer dans un climat qui se réchauffe et avec quelles conséquences? Et la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure est-ce que notre évaluation des rétroactions nuageuses peut être affectée par des changements d'organisation? Et ça, c'est une question qui n'a pas été du tout abordée jusque-là dans les rapports du GIEC ou dans le rapport sur la sensibilité climatique de 2020. Et puis, d'autre part, comme vous le savez, il y a une nouvelle génération de modèles climatiques qui commence à arriver. Ce sont des modèles kilométriques qui tournent à l'échelle globale. Et dans ces modèles, l'organisation à mésoéchelle, elle émerge naturellement et elle émerge de façon différente selon les modèles. Et donc, la question, c'est est-ce que cette organisation dans ces modèles-là est réaliste? Est-ce que les processus qui conduisent à cette organisation sont réalistes? Et comment le comportement de l'organisation dans ces modèles affecte les simulations de changement climatique, par exemple, qu'ils vont faire. Voilà, et donc pour répondre à toutes ces questions, on prévoit de faire une campagne de terrain l'été prochain au Cap-Vert, ça s'appellera Maestro, voilà, ou avec toujours la TR42, et on va essayer de démêler un peu tous les mécanismes qui contrôlent l'organisation des nuages, l'interaction des nuages avec leur environnement. Je vais aller vite. Et c'est une campagne qui implique déjà pas mal de laboratoires de l'INSU, une dizaine de laboratoires, notamment à l'IPFL. Et voilà, je vais m'arrêter là. On pourra parler de ce qu'on a appris de cette campagne dans quelques années. Merci. Je me permets, je vais documenter pour l'IPSL en prenant une petite photo. L'intérêt qu'a généré ce séminaire. Merci d'avoir parlé. Désolée pour le problème technique pour rallonger. Ouais, désolée pour les aléas de connexion, c'est hyper pourtant. Et donc, voilà. J'ai une question très basique pour m'occuper. Ouais. Des photos de nuages de profil, c'est des photos prises d'avion lors de la campagne? Alors, il y en a prises d'avion, il y en a prises de la Station spatiale internationale, qui sont souvent des très jolies images parce qu'elles sont prises avec un angle de vue. Et celle où il y a ce reflet de la lumière qui est vraiment d'avant, là, ça c'est la Station spatiale. Oui. Et pour la campagne Maestro, on a commandé des images de la Station spatiale au-dessus du Cap-Vert pour avoir ce genre d'images pendant la campagne. Donc pour les questions, on va prendre à la fois des questions online et dans la salle. Donc on va alterner Martin lira les questions qui sont tapées dans le chat. Sinon online, vous pouvez aussi lever la main, on vous donne la parole, vous activez votre micro, on vous entendra très bien. Et dans la salle, vous levez la main et n'hésitez pas à poser des questions. Et je rappelle aussi pour les doctorants, postdoctorants, et je vous incite vraiment à le faire, c'est une opportunité qui est assez forte quand même de pouvoir discuter a posteriori avec quelqu'un comme Sandrine pour que ce soit à la fois science et pour carrière, etc. Donc n'hésitez pas, elle est là pour vous répondre, pour discuter. Donc restez bien en ligne et dans la salle, doctorants et postdoctorants, pour cette opportunité après la séance de questions.
Vas-y, vas-y. Hein. Il y a une question en ligne de Fabrice qui a levé la main. Fabrice, si tu veux ouvrir ton micro. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, Fabrice Bonjean du L'Océan. Alors, j'aimerais revenir sur les études donc, sur la convection et sur la convection profonde et les enclumes. Avec le réchauffement climatique, la question c'est est-ce qu'on observe ou est-ce qu'on voit dans les modèles une extension spatiale horizontale et temporelle de la convection et donc de la formation de ces enclumes? Et si c'est le cas, est-ce que cette augmentation pourrait contribuer à une rétroaction négative, voilà, qui modérerait l'effet des rétroactions nuageuses positives sur le climat? Alors, dans la plupart des modèles, on voit plutôt un rétrécissement de la couverture des enclumes avec le réchauffement. C'est une tendance majoritaire. Cela dit, il y a quand même des modèles qui prédisent l'inverse, essentiellement parce qu'il peut y avoir des effets microphysiques aussi qui font que les enclumes ont une persistance très importante, par exemple, plus importante que ce que suggèrent les observations, par exemple, et qui peuvent un peu contrarier ce comportement. Mais dans la plupart des modèles, on observe une diminution des enclumes dans le réchauffement, qui ne produit pas forcément une forte rétroaction, comme je l'ai expliqué. La rétroaction ne se produira que s'il y a un changement en même temps de l'épaisseur optique des nuages. Et ça, pour l'instant, les modèles donnent des réponses très différentes sur cette question-là et on n'a pas encore tellement de moyens de contraindre ce comportement-là à partir d'observations. Mais juste pour préciser, la diminution de la couverture des enclumes, est-ce que c'est pour des enclumes singulières ou est-ce que c'est vraiment toute la couverture de l'ensemble des... C'est l'ensemble de la couverture liée aux enclumes tropicales. D'accord, merci. OK. Anéanti, pardon. J'avais une question peut-être un petit peu sur le côté. Il y a peut-être d'autres gens dans la salle qui répondront mieux. Est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots sur la problématique des nuages du traînées d'avion un peu dans le cadre, est-ce que ça a un lien en fait? Je ne connais rien du tout, je sais que beaucoup de gens qui travaillent ici. Alors moi, je n'ai pas du tout travaillé là-dessus, il y a des gens qui travaillent dessus. Oui, je sais qu'il y a plein de gens. Là, c'est pas si simple de le faire entrer dans le cadre. Alors, dans la mesure où on ne considère pas ça comme une processus de rétroaction parce que pas forcément lié au problème de réchauffement de la planète. C'est quelque chose qui peut avoir un impact sur le bilan radiatif. Donc, voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas considéré dans les estimations de rétroaction parce que pour que ce soit une rétroaction, il faut que ce soit un changement des sphères radiatives des nuages qui soit lié à un réchauffement. Ça répond à ta question. Il y a des gens qui pourront te répondre précisément là-dessus. On a une question dans le chat d'Antoine Viergeon qui demande si tu confirmes, notamment sur la base de ta figure signée 3, si tous les modèles montrent bien un réchauffement et il demande s'il existe certains modèles qui montrent des refroidissements. Non. Un réchauffement plus ou moins fort, mais il y en a aucun qui est similaire à un refroidissement. Moi, j'ai une petite question sur les enclumes. Est-ce qu'il y a un impact dynamique global sur la fréquence de formation? Alors, il peut. Si on regarde en tout cas l'occurrence des enclumes régionalement, ce qui va jouer énormément, c'est les changements de circulation atmosphérique. C'est ça qui va contrôler les flux de masse convectifs, en gros, et donc la quantité d'enclumes qu'on va pouvoir produire. Mais là, c'est un effet de circulation, en fait. Ce n'est pas forcément un effet de température, par exemple. Et donc, quand on veut dire des choses qui soient pertinentes pour les rétroactions climatiques, il faut s'affranchir de l'effet de changement de la circulation, en fait. Et on a 2 façons de le faire. Soit on se place à l'échelle régionale et on corrige des effets de la circulation, soit on regarde les tropiques dans leur ensemble, où là, en moyenne, il n'y a pas de circulation. Enfin, il y en a une, évidemment, mais en moyenne, la circulation est fermée au niveau des tropiques.
Et on peut de cette façon-là anticiper ce qui se passe en changement climatique. Avec un modèle, on peut faire des simulations d'équilibre radiatif convectif qui reproduit ce qui se passe à l'ensemble des tropiques aussi. Mais régionalement, oui, la circulation affecte la convection et donc la formation d'enclumes. Au LND, au troisième étage, il y a une grande fresque, une photo satellite de la Terre reconstituée, mosaïque. Et il y a eu plusieurs discussions à ce sujet devant cette image, on a l'impression, je crois que c'est le chiffre qu'à peu près 50% de la Terre est recouverte de nuages pour l'instant. Est-ce que, enfin, je veux dire, est-ce que tu as un avis dessus? Et c'est un chiffre qui est un peu fantasmé. Et puis, la question, c'était, comment dire, est-ce que dans les rétroactions climatiques des nuages, ce chiffre peut-être qu'il avait évolué, pas seulement par la rétroaction de température, mais aussi par les circulations un petit peu la supplémentaire politique. Alors, le chiffre que j'ai en tête, c'est plutôt 60%, mais pas très différent. En fait, définir ce qu'est un nuage, c'est toujours un peu ambigu, hein. Il y a plein de façons de définir. Donc, si tu considères les nuages super fins, ultra fins, par exemple, tu peux augmenter considérablement l'étendue des nuages, hein, ce qu'on appelle nuage. Donc, le chiffre en lui-même absolu, des sujets à débattre. Ensuite, sur les effets de circulation, alors oui, les changements de circulation, on peut modifier les nuages, la quantité de nuages, etc. Et quand on a fait les analyses de rétroaction dans CNE3, par exemple, on a essayé de quantifier ça, à la fois la part des changements de nuages qui étaient liés au changement de circulation, de la part qui n'était pas liée au changement de circulation. Et ce qu'on a montré, c'est que si régionalement, les changements de circulation jouent un rôle important sur les nuages, à l'échelle de l'ensemble des tropiques du globe, ils jouent un rôle assez faible. À comparer aux autres processus. Oui, moi j'avais une question sur la campagne Maestro. Qu'est-ce que vous allez faire de plus par rapport à la campagne Eureka pour essayer de cibler les processus pour en fait cette organisation des eaux échelles? Alors, on va avoir un avion de recherche qui sera encore plus instrumenté que dans Eureka. Notamment, et puis on va pas avoir, on va pas regarder les mêmes choses. Ce qu'on va vraiment vouloir faire, c'est regarder tout ce qui peut générer des nuages, toutes les structures cohérentes de la couche limite qui peuvent contribuer à former des nuages, tout ce qui se passe dans l'atmosphère libre et ce qui se passe à l'intérieur des nuages. Et pour ça, on va avoir des lidars, des radars qui regardent vers le haut, vers le bas et vers l'horizontale. Et notamment, on va avoir un lidar ramant à l'horizontale. C'est la première fois qu'on a un lidar ramant de cette façon-là dans l'avion, qui va mesurer, en plus de détecter les nuages, par exemple, regarder les hétérogénéités horizontales de vapeur d'eau et de température, ce qui va nous permettre de comprendre le lien entre les structures cohérentes de la couche limite et la formation des nuages, et qui va nous permettre de voir aussi comment les nuages affectent le champ d'humidité à l'horizontale, à mesure qu'on s'éloigne des nuages. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour comprendre l'organisation en amas des nuages. Et on va avoir des mesures de turbulence, on va avoir... Donc, on va avoir encore plus d'observations que pendant l'Eureka. Et surtout, là, on va être dans une atmosphère de convection profonde et peu profonde. Enfin, au Cap-Vert, en été, on a une très grande variabilité des régimes convectifs. On peut avoir des jours où on n'a que de la convection peu profonde, un peu comme on avait pendant l'Eureka. Mais on va avoir aussi des jours où on a de la convection très, très profonde. On peut avoir des systèmes convectifs à mésoéchelle. Donc, la convection est très, très variable d'un jour à l'autre, avec des organisations à mésoéchelle très variables également. Et c'est ce qui nous intéresse, parce que ce qu'on veut tester avec cette campagne, c'est notre compréhension des mécanismes qui organisent la convection, mais aussi l'universalité de ces mécanismes entre convection peu profonde et profonde. Donc, on a besoin d'échantillonner différents types de convection. Donc là, les aspects dynamiques, justement, vous avez utilisé quoi? Parce que les radars, vraiment, c'est plus pour les aspects... Oui, alors pour la dynamique, alors dans les nuages, on aura des radars Doppler vers le haut et horizontal aussi, et vers le bas. Donc les nuages les radars de Julien Delanoë. Ensuite, dans l'atmosphère claire, on va avoir les mesures de turbulence, de vitesse verticale. Et puis, on a... c'est le travail de thèse de Basile Pujol qui est ici,
qui a mis au point une méthodologie qui permet de mesurer les vitesses verticales en ciel clair dans l'atmosphère à partir d'observations de température de brillance à partir des géostationnaires. Et donc ça, c'est des observations que moi je juge en tout cas révolutionnaires, parce que ça nous permet pour la première fois de voir les mouvements verticaux de l'atmosphère en ciel clair et à des résolutions extrêmement fines, résolution du pixel satellite géostationnaire. Et donc ça, on aura ces observations vers la moyenne troposphère, donc qui compléteront les observations avion. Et puis on aura aussi de temps en temps l'avion Halo qui volera au-dessus de nous et qui fera aussi des mesures de vitesse verticale avec les groupes sondes. Donc on va avoir un jeu de données vraiment très, très, très complet si tout marche comme on espère pour comprendre comment marche l'organisation de la connexion. Juste pour compléter dessus, est-ce que du coup la période de la campagne est choisie spécifiquement pour du météo locale? Oui, bah justement pour avoir à la fois la convection peu profonde et profonde. Une question dans le chat en attendant. Alors, il y a Daniel Hossor qui demande quelle part d'incertitude est liée à l'effet des interactions nuages-aérosols et du coup de la tendance à la diminution des aérosols anthropiques. Alors, l'effet des aérosols sur les nuages, on ne considère pas dans les termes de rétroaction parce qu'il n'est pas lié directement au réchauffement, en fait. C'est un autre type de perturbation des nuages. C'est plus considéré dans les aspects forçage radiatif. Ce qu'on sait, c'est que dans la réponse des nuages, la sensibilité du réchauffement, l'augmentation du CO2 dans les GCM, le fait d'avoir ou pas des aérosols interactifs ou interagissant avec les nuages ne changeait pas grand-chose, en fait. Ce qui nous a fait dire pendant longtemps, et c'est toujours le cas aujourd'hui, que ce n'est pas l'interaction entre nuages et aérosols qui domine dans l'incertitude sur la réponse des nuages dans un changement climatique. Ça ne dit pas que ce n'est pas important pour certaines choses, hein, et notamment si on veut comprendre l'évolution de la température au cours du XXe siècle, etc. C'est très important de considérer ces effets-là. Mais quand on regarde les changements climatiques sur le XXIe siècle, à plus long terme, et sous l'effet des gaz à effet de serre qui ont un effet très dominant sur le forçage des aérosols, voilà, l'interaction nuage-rayonnement, nuage-aérosol joue un rôle important. Tu as montré de très belles images sur la répartition horizontale des nuages. Est-ce qu'elles répondent à des lois fractales ou universelles ou des choses comme ça? Alors, il y a des gens qui regardent ça pour caractériser l'organisation des nuages à mésoéchelle. Il y a plein de façons de caractériser cette organisation. Il y a des gens qui calculent des coefficients fractaux. Ça peut être important pour la paramétrisation dans la maille. Ouais, nous, on a un peu d'autres façons de caractériser cette organisation, avec des distributions de taille de nuages qui ne font pas forcément appel au fractal, mais c'est une des choses qu'on cherche à comprendre, c'est qu'est-ce qui contrôle la distribution en taille des nuages, en fait. Et on commence à comprendre des choses là-dessus, notamment on montre que c'est très lié à l'interaction entre la couche limite et les nuages, en fait, et aux structures cohérentes, type thermique ou poche froide dans la couche limite qui contrôle la taille des nuages, horizontale et verticale. Par rapport à la question de l'évolution des vaisseaux optiques des flux, les données comme ça, les pions permettent pas de. Pas suffisamment clairement, non. Pour l'instant, non. Mais voilà, la recherche continue. Et c'est une des choses qu'on va regarder, notamment avec la campagne Maestro. On voudrait utiliser ces observations aussi pour mieux comprendre ce qui contrôle l'épaisseur optique des nuages convectifs et des enclumes. Notamment, voir si on peut mieux comprendre ce qui contrôle les vitesses verticales dans les nuages et la distribution de la glace. On aura des mesures radiatives et microphysiques aussi dans la campagne. On va essayer d'utiliser ces observations pour développer des petits modèles simples d'épaisseur optique des enclumes. Mais non, pour l'instant, les observations ne permettent pas vraiment de savoir comment l'épaisseur optique varie avec la température. Pour étudier
ces phénomènes UNR, donc il y a les observations de la modélisation. Est-ce qu'il y a, c'est possible, au niveau expérience au laboratoire, d'apporter des formations? Alors, sur la microphysique, certainement, il y a des choses intéressantes à faire en laboratoire. Par exemple, sur les conditions à partir desquelles on commence à former de la glace, les propriétés de la glace, etc. Sur les aspects vraiment macrophysiques, comme ça, pas trop encore. Non. Dans l'article de Myers, il disait que les nouvelles observations ont un très faible effet de feedback des nuages bas, à des petits cumulus. Et tu noterais dans les modèles juste à côté qu'il y avait une grande. Que les modèles pouvaient surestimer. Mais la fourchette de valeur montrait qu'il y avait aussi des modèles qui donnaient aussi très peu d'effets. Et ces modèles-là en particulier, est-ce qu'ils sont regardés parce qu'ils sont bons dessus? C'est les modèles qui justement contrôlent les petits cumulus par à la fois des processus thermodynamiques et dynamiques, et notamment les modèles qui paramétrisent les nuages bas de façon couplée avec la convection. Et donc ces modèles-là, le modèle de l'IPSL, de ce point de vue-là, est pas mal pour l'échelle au cumulus. Quand on considère l'ensemble des nuages, il est un peu fort, je ne sais pas, comparé aux estimations qu'on fait des rétroactions nuageuses, mais pour les petits cumulus, il est pas mal. Il y a une question sur les surfaces continentales, parce que là, on a beaucoup des choses au-dessus de l'océan. Il y a des choses significatives à dire sur le continent. Alors, ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup regardé sur l'océan, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a plus de nuages sur l'océan que sur Terre. Et aussi parce que quand on a comparé des simulations aquaplanète et avec continent, en fait, on ne voyait quasiment pas de différence. Ce qui montrait bien que ce qui se passait à grande échelle était dominé par ce qui se passait sur les océans. Donc après, considérer que les régions océaniques, par exemple, ça permet d'utiliser des configurations un peu simplifiées des modèles et pas mal d'avantages. Et ça réduit aussi le nombre de processus à considérer dans le contrôle des nuages. La question, c'est pour des modèles de nouvelle génération, la résolution géométrique. Est-ce qu'il y a autre chose que la résolution sur une nouvelle génération? Alors, ces modèles à résolution kilométrique, je ne considère pas que ce sont des modèles de nouvelle génération juste parce qu'ils ont une haute résolution. Ce n'est pas juste des modèles haute résolution. C'est des modèles dans lesquels la mésoéchelle est reproduite explicitement et simulée explicitement. Et ça change tout, en fait. C'est des modèles qui sont structurellement différents des autres par le fait que les processus nuageux de petite échelle interagissent avec la mésoéchelle qui interagit avec l'échelle planétaire. Donc, de ce point de vue-là, on ajoute une dimension, en fait, en quelque sorte, au modèle. Et pour moi, c'est un changement aussi important que de passer d'un modèle 1D à un modèle 3D, que de passer d'un modèle qui résout la mésoéchelle qui ne résout pas la mésoéchelle à un modèle qui résout la mésoéchelle. On a plein de choses à comprendre sur les interactions entre échelles. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que la mésoéchelle joue un rôle vraiment important, en fait. À la fois dans le contrôle des nuages, mais aussi dans un impact potentiellement important à grande échelle. On peut en reparler une autre fois, on peut refaire un séminaire là-dessus si tu veux. Ouais. Merci beaucoup, Sandrine. On passe à l'échange avec les doctorants et les postdocs qui souhaitent rester étudiants de manière générale, souhaitent rester. En ligne aussi, donc tu vas rester les permanents se déconnectent, les étudiants, doctorants, rester avec Sandrine. Sandrine, ouais, je vais prendre. Donc je quitte la vidéo là. Non, parce qu'il y en a qui vont rester en ligne. Okay.
Ouais, c'est super, hein, avec tout l'historique, les dernières découvertes. Oui, on peut plus, bah, ça passe vite. Ça montre le travail de longue haleine sur des dizaines d'années.